il y a un an, un peu plus d'un an, qui nous a passionnés pendant un an, qui nous a pris énormément de temps, et on l'a fait. Donc c'est pour ça qu'on a attendu un an pour vous en parler, parce que nous, notre philosophie, c'est de dire, on dit ce qu'on va faire, on fait ce qu'on a dit, et après on dit qu'on l'a fait. Donc aujourd'hui, on est dans cette étape-là. On va vous expliquer un peu ce qu'il en est, et c'est vraiment quelque chose qui est fait pour notre pays. Alors, première des choses, je vais juste parler de moi 2 secondes. Donc moi, je suis Len Benaïm, je suis marocain, j'ai grandi au Maroc, je suis parti faire mes études à l'étranger, et à l'âge de 23 ans, j'ai monté une start-up avec mes associés, qui s'appelle venteprivé.com, VP aujourd'hui. C'est une société qui fait 3,5 milliards d'euros, qui est présente dans 14 pays. On a même été dans 18 pays à un moment. Donc, grosse expérience internationale. Et au bout de 10 ans, 15 ans, donc c'est plus de 6 000 employés, c'est ce qu'on appelle une licorne, hein, c'est des sociétés qui sont valorisées plus d'1 milliard. Nous, on est largement au-dessus, mais c'est surtout que je l'ai commencé à 23 ans, et en l'espace de 20 ans, on peut passer de 0 à 3 milliards. Je sais que c'est possible, en tant que Marocain. Vers 2013-2014, j'ai des jeunes qui sont venus me voir en me disant « J'aimerais bien avoir des conseils, c'est incroyable ce que vous faites, etc. » Et je dis, mais bon, ok, mais moi j'aime pas donner des conseils si je suis pas associé avec la personne. Donner des conseils gratuits, ça n'a aucun intérêt. Si je donne des conseils, c'est que ça a un intérêt. Et en fait, j'ai découvert que pour être business angel, tu décides pas de le devenir, on te demande de l'être. Et donc c'est les startups qui te demandent de l'aide, de l'expertise, du réseau, de l'expérience. Donc j'ai monté mon premier family office en 2014, et en 2019, après avoir, je crois c'était chez toi, hein, au Technopark, chez Dunia, avoir eu des présentations qui m'ont vraiment incroyablement plu, où je me suis dit, au Maroc, on a vraiment changé en termes de qualité des dossiers, on a passé un cap, et donc pourquoi est-ce que j'investirais dans le monde entier et pas dans mon pays, là où il y a mes parents qui habitent, là où il y a mon frère qui habite, et donc je me suis dit, il faut que j'investisse principalement au Maroc et pourquoi pas en Afrique. Donc en 2019, j'ai créé la filiale de Maholding au Maroc qui s'appelle IBP Africa. C'est le logo qui est là. Et hasard du calendrier, il y a le Covid qui arrive. Donc on se retrouve tous confinés. On se demande tous qu'est-ce qu'on va faire de notre vie. Et moi, je me suis dit, tiens, continuer l'aventure que j'ai commencée à l'âge de 23 ans, ou aller faire ce qui me plaît, là, ce truc de business angel, j'ai décidé d'arrêter d'être opérationnel chez Vente Privée. J'ai dit à mes associés que je voulais partir. Ils m'ont dit, non, on ne veut pas vendre. Donc, je suis toujours dans la gouvernance, je suis toujours administrateur, je suis toujours au comité d'audit et de rémunération, mais en revanche, je ne travaille plus chez Vente Privée. Et je me passionne sur un seul truc, qui est business angel professionnel. C'est-à-dire, je m'associe de façon très structurée avec les startups que j'accompagne. Au Maroc, on m'a demandé de faire partie de l'émission qui va investir dans mon projet. À la suite de ça, j'ai investi dans 10 startups marocaines pour apprendre quelles étaient les spécificités marocaines. Et c'est ça qui nous a en fait conduit à aujourd'hui, je pense. C'est que dans mes 10 investissements que j'ai faits, d'abord, ce que j'ai remarqué, c'est qu'au Maroc, on a des investissements colossaux qui ont été faits. On a des universités incroyables qui génèrent des talents. Et à chaque fois qu'on pose la question est-ce qu'il y a des talents au Maroc, oui, mais le problème c'est qu'ils partent. On n'arrive pas à les retenir, on n'arrive pas à avoir des projets assez sexy pour les retenir. Et donc ça, nous, c'est une des parties de la solution qu'on veut apporter, c'est essayer de retenir nos talents parce qu'on la fabrique déjà. On nous dit ouais, on va en fabriquer encore plus. Oui, peut-être qu'en ayant des offres, en ayant une offre, ils resteront. Donc les talents, on les a. On a même des structures d'accompagnement qui s'appellent des incubateurs, des accélérateurs. Donc on pousse ces jeunes-là talentueux à créer et on les aide. Et on a des programmes de subvention qu'il y a nulle part en Afrique, comme Samoulkoum ou Maroc PME. Et donc c'est assez facile pour les startups de créer, d'être accompagnés et de lever jusqu'à 50 000 $. Aujourd'hui, vraiment, c'est facile. De l'autre côté, on a ce qu'on appelle les fonds d'investissement, et il y en a pas mal au Maroc, dont Dunia. Ces fonds d'investissement, c'est pas des banques. Les banques, elles te prêtent de l'argent sans risque. Eux, ils prennent des risques, et ils attendent, pas que tu leur rendes l'argent, mais que l'argent génère plus d'argent, plus de valeur.
Donc ils attendent des rendements sur 10 ans de x4. C'est à peu près 15 à 20% par an. Sauf que ils ont un ticket minimum. Ils peuvent pas, quand tu as un fonds de 20 millions de dollars ou 30 millions de dollars, faire des tickets de 100 000 dollars. C'est pas possible, c'est pas rentable, c'est pas gérable. Et donc on se retrouve au Maroc à une situation, quand je suis arrivé en 2020, que j'ai vu en France en fait, en 2012, exactement la même. On avait des structures d'accompagnement, la possibilité de lever jusqu'à 50 000 dollars, ensuite des fonds qui commençaient à 500 000 dollars et personne au milieu. Donc c'est malheureusement pour certaines startups la fin. Parce que quand tu as besoin de 200, 300 ou 400 000 dollars et qu'il n'y a personne pour te les faire, et quand tu vas chez les fonds, c'est pas qu'ils sont de mauvaise volonté, c'est juste qu'ils te disent c'est pas assez mûr, c'est pas assez costaud. À un moment, il y a un minimum si tu veux. Et en plus, un fonds, c'est pas 500 000 qu'il veut mettre, c'est 1 million, 2 millions. Donc l'argent est là, les talents sont là, ils créent, et il y avait un espace un peu vide au milieu que j'ai connu en France et qu'aux États-Unis on a connu ici aussi. Et en fait, il y a un chaînon de manquant. Il manquait un acteur là-dedans, et ce sont les business angels. Les business angels, c'est quoi? C'est des entrepreneurs qui ont un certain succès, qui s'associent avec des jeunes entrepreneurs dynamiques, qui ont la capacité de faire des choses que personne ne sait faire. Enfin, en fait, ils savent pas que c'est pas possible, donc c'est pour ça qu'ils le font. C'est plutôt ça. Et ils s'associent avec nous pour l'expérience. Et de l'autre côté, les fonds d'investissement, quand ils veulent mettre 1 million de dollars et que c'est un gamin de 25 ans, il a un petit problème de confiance. Mais s'il voit que le gamin de 28 ans ou 25 ans, il est associé avec un entrepreneur à succès qui a prouvé que c'était possible, et que ça le rassure. Donc en fait, ce missing link, c'est le tiers de confiance qui est le business angel. Donc ça, c'est vraiment le constat que j'ai fait en arrivant. Le seul problème, et c'est ça, et c'est là où on a commencé à travailler ensemble, c'est que seul, je suis incapable de résoudre le problème. C'est un problème qui va se résoudre à plusieurs. On ne peut pas avoir 5, 6, 7 business angels au Maroc, ou 10 ou 15, il en faut des centaines. Parce qu'il y a des milliers de startups. Et donc c'est des discussions qu'on a eues avec Karim et Dounia, je me rappelle, à Casablanca, et ensuite, tu nous raconteras, hein, ensuite un groupe qui a commencé à échanger sur WhatsApp, très marocain, mais c'est ce qu'on aime, et on a pondu une solution qu'on va vous présenter aujourd'hui. Donc c'est un collectif de 14 entrepreneurs à succès, de la diaspora et nationaux, qui se sont dit que le seul moyen de trouver une solution, c'est de se syndiquer, c'est-à-dire de se mettre à plusieurs. Parce qu'un des problèmes quand il n'y a pas beaucoup de business angels, c'est que quand quelqu'un lui demande, je sais pas, 200 000 dollars, il va lui donner peut-être 100 000 ou 50 000. Et moi, il y a un fonds américain très connu qui me dit la clé du venture capital, du capital risque, c'est quand il y a quelqu'un qui te demande 1 million de dollars, il faut lui donner 2 millions de dollars. Parce que le premier million de dollars va lui apprendre à investir correctement le deuxième million de dollars. Lui, il ne sait pas qu'il a besoin d'apprendre. Et donc les Américains, ils financent ce que nous, naturellement, on ne sait pas faire, c'est financer l'erreur, l'apprentissage. Et là, il y avait le JITEX, et j'étais avec un des plus gros fonds africains égyptiens, 400 millions de dollars de fonds, et lui, il me dit que systématiquement, il fait ça. Il me dit que si tu sous-investis, tu perds ton argent. Il était obligé de surinvestir. Donc quand l'entrepreneur arrive péniblement, timidement à te demander un, en fait, il faut lui donner deux. Et ça, au Maroc, c'est un peu compliqué de le faire seul. C'est pas du tout dans ce que j'ai vu. Même moi, personnellement, je ne le faisais pas. Mais en revanche, si on se met à 15-20, sur un deal, sur 200 000, on est OK de mettre 300 000 parce qu'on est 20, et en fait, le surplus d'argent, il est dilué sur beaucoup de gens. Et donc cette syndication, cette collaboration, elle est apparue complètement naturelle, de se dire, quand il y a des deals, on va les partager. Ça va nous permettre d'en faire beaucoup plus. Et donc quand tu fais beaucoup de deals, la portion de deals qui ne vont pas marcher, elle est infime. Quand tu fais 10 deals, tu peux perdre les 10. Quand tu en fais 100, tu ne peux pas en perdre 100. C'est la loi des grands nombres. Donc, 1 an, on l'a fait. On est aujourd'hui 14 founders.
là, on a des représentants de chacune des fonctions innovantes qu'on a créées. Ce qu'on a voulu vraiment faire, c'est vraiment d'offrir au Maroc, aux startups marocaines, une plateforme avant d'aller lever des fonds. Aujourd'hui, beaucoup de fonds disent qu'elles ne sont pas assez mûres, et nous, on veut les accompagner vers ça. Donc, ce qui est très important dans notre collectif, on n'est pas là, c'est pas du don, hein, c'est pas de la subvention. Nous, dans nos valeurs, on se dit que si tu veux avoir un système qui soit win-win-win, c'est-à-dire win pour la startup, win pour le business angel, win pour le fonds, il faut qu'on ait une ambition commune et qui soit forte, très forte. Hop. Oui, c'est ça. Donc voilà. Donc là, on a les 14 founders. Comme vous voyez, on a de la diaspora, on a du Maroc, on a des entrepreneurs, on a des fonds, on a des gens qui sont dans des associations non-profit, comme Ahjoub, on a du Canada, on a des États-Unis, on a maintenant dans nos membres de la Belgique, de l'Allemagne, les États-Unis évidemment, on a Boston, New York et Palo Alto, et on a l'Angleterre également comme chapter. Donc on est vraiment, nous par définition, une organisation innovante parce que dès le départ, pour réunir tous ces gens-là, il a fallu le faire 100% en distanciel. Déjà juste l'organisation de comment on se parle est extrêmement innovant. Dans un club deal, donc on appelle ça le club deal de la diaspora marocaine, il y a un an, commencé à faire les choses, et petit à petit, on s'est dit, c'est quoi les problématiques des club deals traditionnels? Comment est-ce qu'on fait pour renforcer la confiance? La première des choses qu'on a montées, c'est un comité d'investissement, donc c'est les comités qui vont sélectionner les dossiers, et plutôt que d'être 4-5 personnes, on est 20. Dans ces 20, il y a des business angels et il y a des fonds. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun dossier que l'on va sélectionner qui ne sera approuvé par les business angels qui, eux, vont peut-être apporter l'expertise qu'il faut, et les fonds qui vont nous dire « oui, ça a de la valeur pour moi demain ». Le fonds ne va pas s'engager à investir dedans, mais déjà, si tu as l'avis de « est-ce que c'est un deal sur lequel je mettrai 1 million ou 1,5 million de dollars si on arrive à ce point », c'est extrêmement important pour nous. Pourquoi 20 ? Parce que si tu as 50% d'absents, parce qu'il faut au moins 50% de notes, ça te fait 10 notes. Avec 10 notes, la probabilité de se planter est nulle. On est vraiment ultra sélectif. Donc les dossiers qui arrivent à passer le filtre des 20 personnes qui sont de tout horizon est vraiment innovant. On arrive à avoir des dossiers que tout le monde avait vus en fait, et les gens n'avaient pas perçu la valeur parce qu'ils n'étaient pas experts du domaine. Mais quand tu as 20 personnes, tu as des experts sectoriels de tous les domaines. Et il y a des dossiers que moi je dis, bon, je ne vais même pas le regarder. Et en fait, c'était des dossiers extrêmement intéressants. Et là, on s'est dit, mais finalement, voilà quoi, on va investir maintenant ? C'est-à-dire, on a juste eu un pitch, discuté un quart d'heure, et ça y est, ça suffit. Et on s'est dit, non, on va demander à l'un d'entre nous, qui est le plus motivé, d'aller avec la startup et de faire un dossier un peu plus conséquent. Donc on a mis en place, on a templétisé un dossier d'investissement qu'on appelle un investment memorandum de 20 pages. Et le lead investor, cette personne qu'on a désignée, qui est motivée, dit ok, je vais aider la startup à la remplir. Au bout de 2 semaines et plus de 10 heures, 15 heures de call, tu as passé 10-15 heures avec la startup et non pas 15 minutes. Donc au bout de 2 semaines, il revient et sur les dossiers, ils ont dit je suis encore plus motivé qu'avant. Il est super. Et on a regardé le business plan, en fait, on peut faire encore plus. Et nous, on est des gens, on essaie de faire monter l'ambition. Très souvent, les start-upers n'osent pas dire je vais faire 15 millions de dollars ou 40 millions de dollars ou 100 millions de dollars. Ils disaient dans 5 ans, je vais faire 20 millions de dirhams. Ouais, mais ça, personne ne veut financer ça. Donc il faut que nous, on arrive et qu'on les rassure en leur disant on peut être ambitieux. Regardez, moi je l'ai fait. Après, dans quel pays ? Est-ce qu'au Maroc, on peut faire 100 millions de dollars en 5 ans ? Non, évidemment. Mais c'est d'abord au Maroc qu'on va tester. Et si on réussit au Maroc, on va aller régionalement. Et si on réussit régionalement, on va aller internationalement. La bonne nouvelle là, c'est que j'ai des gens du monde entier qui sont là pour être ton relais dans ces pays. La diaspora, c'est pas juste de l'argent. Et ça, c'est très important parce que tous les ans, il y a 140 milliards que la diaspora envoie. Mais c'est aussi des réseaux locaux.
quelqu'un qui est depuis 30 ans aux États-Unis, c'est sûr que, on a Karima ici, qui est depuis 25 ans, 29 ans aux États-Unis, c'est des réseaux locaux. Ils connaissent tout le monde là-bas. Ils connaissent des gens qui connaissent des gens et qui peuvent aider des startups marocaines à se développer localement. Et on n'a rien inventé, c'est ce qu'ont fait les Chinois. Les Chinois, à partir du moment où ils ont décidé d'être capitalistes, ils ont ouvert le pays. La diaspora est partie, ils ont fait des enfants et c'est devenu leurs relais commerciaux. Et aujourd'hui, c'est la première puissance exportatrice du monde. Donc notre lead investor, c'était la personne qui nous disait « Ouais, j'ai passé 10 heures, c'est très bien, on a changé l'ambition, etc. » Et en fait, on s'est dit « Mais pourquoi on ne ferait pas un étage de plus ? Pourquoi est-ce que tout l'argent qu'on va collecter, on te le donne à toi ? Et donc toi, tu vas représenter non pas, on est 20, et plutôt que d'avoir 2%, 1%, machin, en fonction des sommes que mettent les gens, on donne tout à un lead investor dans une société. Et ce lead investor va représenter tous les investisseurs. Donc la startup ne verra qu'une seule personne. Il aura accès à l'ensemble de notre réseau. N'importe lequel peut ouvrir le réseau à un lead investor, mais la startup ne verra qu'une seule personne. Et nous, on ne verra qu'une seule personne. Donc en fait, le lead investor, nous on ne va pas investir dans une startup, on va investir dans un duo. Dans une startup, plus Youssef, dans une startup, plus Ilan, dans une startup, plus Karim. La valeur de ce nouvel ensemble n'a rien à voir avec la proposition de valeur d'avant. Et ça, c'est très intéressant parce que nous, les business angels, on n'aime pas quand chacun met un petit peu, que chacun a 1% ou 2%. Parce que personne ne t'écoute quand tu as 1 ou 2%. En revanche, si tu as une personne qui a 30%, parce qu'il représente 25 personnes, là, tout d'un coup, c'est un décisionnaire. C'est quelqu'un qui va avoir un impact sur le business plan. Donc nous, ce qu'on demande au lead investor, finalement, quand on a le dossier d'investissement, c'est pas la startup qui le passe en comité d'investissement. C'est lui. C'est un des deux du couple. Mais nous, l'argent, on va l'investir sur lui. Donc c'est lui qui va le faire. En échange, évidemment, on a un système de bonus extrêmement incitatif. Parce qu'on va pas le faire gratos quand même. Mais on s'est dit que voilà, ce tiers de confiance dont on avait besoin entre les startups et les fonds, même entre nous, on en a besoin. Donc on a vraiment voulu mettre le mot confiance au cœur de l'investissement. C'est, je pense, un des sujets majeurs. Je pense qu'au Maroc, on a un problème de confiance, mais on a toujours des tiers de confiance. On a toujours fait du business avec quelqu'un qui connaît quelqu'un. Ah ok, ça va bien se passer parce qu'on connaît la personne. Donc dans cette organisation innovante, on est aussi innovant. On a vu que tout se faisait en distanciel, avec des gens du monde entier, avec des profils de business angel et de fonds mélangés dans les comités d'investissement, que le lead investor va porter le projet et il va représenter les investisseurs. Il va également leur faire un rapport. Mais surtout, ce qu'on a voulu faire, c'est un club deal qui soit non-profit. C'est une association, c'est un collectif. Les club deals qu'on voit très souvent, ce sont des gestionnaires de fonds qui vont toucher de l'argent à la fois par un membership, l'adhésion à un club, et de l'autre côté, quand tu as une start-up qui lève $500 000, il va dire je vais te prendre 5%. Nous, on prend 0 à la start-up. On est juste là pour avoir les meilleurs dossiers marocains, trouver quel Marocain va aider ce dossier-là pour essayer d'en fabriquer peut-être un champion. On n'est pas en train de garantir un succès, mais on se dit que comme ça, si on élimine les 5%, les machins, au moins on est clair, on sait ce qu'on veut et on est simple. Et être non-profit, c'est le meilleur garant d'avoir des gens qui sont bienveillants et on sait pourquoi ils le font. En revanche, il y a un truc qui est très important, quand on met 100, on veut 500. D'accord, c'est un non-profit sur l'organisation du deal. Mais la start-up, si tu lui dis pas, ensemble, tu vas valoir 5 fois plus dans 5 ans, ben, of course, il veut. Et le fonds, quand il prend une start-up comme ça, nous, en gros, on fait des investissements sur 5 ans. Mais entre 12 et 18 mois, on va vouloir déjà avoir un fonds qui nous suit. Donc nous, très rapidement, il faut qu'on montre un changement, des datas qui vont rassurer le fonds, qui va mettre le fameux $1 million,
Et ensuite, on va dire avec le fonds, allez, maintenant on va bosser à 3 et ça va être win-win-win. Donc on va aller chercher le fonds qui va mettre 5 ou 10 millions de dollars et qui va financer les États-Unis, le développement, l'Europe, etc., qui sont à nos portes. Donc il faut vraiment qu'on atteigne cette taille critique, on a vraiment besoin des fonds, on a vraiment besoin de business angels et on a vraiment besoin de nos talents. Donc l'idée c'est de faire un écosystème entre nous, bienveillant, de confiance, mais toujours qu'il y a un but d'aller avoir un effet multiplicateur sur la valorisation. Si on ne se donne pas comme but de valoir plus, en fait, on ne sait même pas pourquoi on bosse, on ne sait même pas pourquoi on investit. Donc, c'était très important pour nous. Donc aujourd'hui, au bout d'un an, on a 6 dossiers qui sont validés, où on a un lead investor, où on a des levées entre 100 000 et 500 000 dollars, ce qui est, pour des tours de business angel au Maroc, assez conséquent. Évidemment qu'on a revu sur chacun des dossiers, on a validé ce qu'on appelle une equity story. Dans combien de temps on fait une levée, dans combien de temps on sort. Comment, à quel valo, quel multiple on va faire. Sur chacun des dossiers, c'est comme ça. Donc aujourd'hui, nous, on a notre organisation, on a notre comité d'investissement, notre comité de sélection. Maintenant, il nous faut des investisseurs. Et on ne veut pas que ce soit un club privé. On veut que ce soit le club le plus ouvert de la planète. Si tu veux faire beaucoup d'investissements, tu ne vas pas avoir que 20 ou 30 personnes. Notre objectif à fin septembre, c'est d'être 50. Notre objectif 2025, c'est entre 200 et 300 investisseurs, marocains ou du monde. Et je peux vous dire qu'il y en a beaucoup plus aux États-Unis seulement. Pratiquement tous les entrepreneurs que j'ai vus sont tous déjà business angels. Ils ont tous déjà un budget alloué à l'investissement. Donc quand je leur dis, si je te trouve des super boîtes marocaines, ils me disent, oui, bien sûr, moi je le mets dans une boîte américaine, mettre au Maroc, etc. C'est voilà. Donc c'est pour ça qu'on est public aujourd'hui, c'est pour ça qu'on est devant vous aujourd'hui, pour qu'un maximum de personnes connaissent notre organisation, connaissent nos valeurs, connaissent notre ambition, savoir pourquoi on le fait, et maintenant, voilà, d'attirer le maximum d'investisseurs en leur présentant notre vision et l'investissement et le rendement d'investissement qu'on fait. Oui. Donc, je vais passer la parole à Karim, si tu le veux bien. Si tu peux nous raconter un peu la genèse, comment on en a parlé au début, comment on l'a partagé, et ce qui était qu'une idée, est finalement devenu une réalité un an après. Et c'est vrai que on a Mina ici qui est la chef de projet, et elle me dit, oh là là, on va faire le reveal. Je lui dis, mais le reveal, c'est le D0. C'est le premier jour du reste de M22. Donc voilà, je t'en prie. Il faut l'allumer, je crois. Ouais. Oui, merci Ilan et bravo pour ta présentation, parce que chaque fois que tu présentes M102, moi-même j'apprends des trucs nouveaux. C'est ça qui est sympa avec toi. Alors en fait, le reveal de la réalisation de cette initiative, elle s'est faite un soir où nous étions tous à discuter entre nous dans le groupe de tech de la diaspora marocaine de la CGM. Et puis voilà un d'entre nous qui balance un ranking, un classement des licornes africaines. Et on regarde ce classement et on cherche le Maroc. Où sont les licornes africaines du Maroc? Et on voit l'Égypte, on voit l'Algérie, on voit la Tunisie, on voit l'Afrique du Sud, on voit le Nigeria, on voit le Niger, on voit d'autres pays dont on considère, nous, qu'ils ont du mérite, mais dont on voit le niveau de développement, et objectivement, on se dit, bon, c'est peut-être pas le même niveau de développement, les mêmes opportunités, la même proximité avec les marchés étrangers que nous. Et il n'y avait pas le Maroc. Et on se dit, mais qu'est-ce qui se passe? Et on s'est aperçu, c'est un peu comme vous, mesdames et messieurs les journalistes, si vous écriviez des articles toute l'année, et que vous vous aperceviez que vous aviez des prix, qu'on vous regardait, qu'on vous félicitait pour vos articles, mais que finalement, quand vous êtes dans des concours internationaux, vous n'êtes pas dans la map. Ne prenez pas le mot map au sens littéral du terme. Eh bien, nous, c'était pareil. On a eu une espèce de rage, et on a eu c'était en même temps de la rage, de l'énervement, de l'agacement, mais en même temps une extrême ambition pour aller à travers notre parterre de gens de la diaspora marocaine exclusivement extrêmement pointus chacun dans leur domaine, des banquiers, extrêmement riches aussi.
extrêmement Riche. riches, oui, bien sûr. Des banquiers, des start-upers, des entrepreneurs. Et on s'est dit, pendant toute la nuit, on a discuté avec Ilan, avec un certain nombre d'entre nous, Dunia et d'autres. Et puis on s'est dit, on va prendre le challenge. Et on va se mettre ensemble pour pour porter des start-up marocaines de sorte qu'elles soient en rayonnement avec l'international sur 2 dimensions. La première dimension, c'était notre expertise. Moi, quand je suis arrivé au Maroc il y a 30 ans et que j'ai démarré dans la deep tech, et que j'ai fait évoluer mes entreprises avec des succès, mais aussi des échecs, j'aurais aimé avoir quelqu'un qui m'accompagne et qui m'apprenne. Jusqu'à ce qu'un gros groupe marocain m'ait proposé, sur 7 de mes filiales, de m'acheter pour une valeur d'EBITDA qui ne pouvait pas être refusée à l'époque. Et donc, je me suis dit, mais oui, ce modèle-là, on doit pouvoir le reproduire avec de l'expérience qu'il en avait à l'international, puisqu'il avait créé la première licorne par des Marocains à l'international, et qu'on est capable, avec l'expertise qui est la nôtre, de reproduire ce modèle. Et non seulement par l'accompagnement de l'expertise des Marocains du monde, parce qu'ils sont dans des marchés extrêmement compétitifs, extrêmement confidentiels, donc ils sont extrêmement aiguisés dans leur process d'appréciation et de décision, mais aussi avec ce réseau extraordinaire qui est le réseau de la diaspora des Marocains du monde, qu'ils soient au Mexique, aux États-Unis, au Japon, en Chine, en Afrique, en Europe, partout dans le monde, est capable de se mobiliser en juste quelques minutes, parce qu'ils ont la rage du Maroc, parce qu'ils ont l'amour du Maroc, et parce qu'ils ont la capacité, comme nous, d'évaluer la pertinence des dossiers pour pouvoir rayonner à l'international. Donc cette histoire, c'est une histoire d'anecdote. Mais le lendemain, on avait déposé le nom. En 24 heures, on avait le nom. Et on a fait le site web. On avait fait un site web temporaire. Et on a commencé à recevoir des dossiers au bout d'une semaine. Voilà. On a démarré M-Founders en mode démarrage d'une association start-up. Start-up, voilà. Exactement. On a fait exactement comme une start-up et on a appris en marchant, on a fait des erreurs, on a corrigé et on s'est amélioré. Et aujourd'hui, on trouve qu'on a un produit qui est une bonne solution. C'est pas la seule solution, mais je pense que c'est une bonne solution. Dunia, toi qui as un fonds, justement, qui aimerait mettre des tickets beaucoup plus importants aujourd'hui, quelle est ton analyse du marché et de la solution d'M-Founder? Alors en fait, moi en tant que représentante de fonds, le fait de rejoindre M-Founder, ça a beaucoup d'effets positifs et réellement à plusieurs niveaux. Comme vous le savez tous, ou si vous le savez pas, je le partagerai avec vous. L'une des problématiques majeures d'un fonds d'investissement, et nous on sait de quoi on parle, on est quand même précurseur sur ce segment-là, on opère depuis plus de 10 ans, c'est d'avoir accès à un deal flow de qualité. Et je pense que rejoindre M-Founders déjà répond à cette première problématique-là, parce qu'on a accès à des dossiers qui sont challengés, qui sont revus par des experts de qualité, qui ont été itérés de façon totalement continue et qui ont cet avantage-là. Et ça, je pense, c'est ça qui fait l'avantage concurrentiel de M-Founders, c'est de faire le fait d'avoir un lead investor qui soit dédié à ces startups-là en fonction du secteur d'activité. Donc nous, c'est vraiment une aubaine pour nous parce qu'on a accès à ce deal flow de qualité et de plus, on a un gage de garantie supplémentaire parce que dans le tour de table, on a des business angels de renom qui sont avertis, qui ont fait le travail de due diligence nécessaire et qui ont fait que cette entreprise est arrivée à un stade mature et qu'elle peut être bancable par un fonds d'investissement. Donc ce positionnement de M-Founders vraiment en amont de l'investissement, peut-être avant les incubateurs ou en collaboration avec des incubateurs accélérateurs, pour nous ça fait un combo très intéressant et ça nous permet réellement de trouver ces pépites-là qui n'ont pas été qui ont peut-être pas été éligibles dans un premier temps par un fonds d'investissement, mais qui ont été reconnus comme tels. Et pour reprendre une expression de Ilan, des diamants bruts qui ont été taillés, qui ont été exercés à des choses qu'ils eux-mêmes n'ont pas vues au début, parce que les entrepreneurs ont vraiment la tête dans le guidon. Et le fait d'avoir un tour de table de business angel, ça leur permet de prendre un peu de recul. Donc tout ça, ça fait que le fait que Maroc Numeric Fund rejoigne M-Founders
a beaucoup d'avantages. Bon, aujourd'hui, on est les seuls, mais là, on appelle clairement tous les fonds d'investissement à nous rejoindre, parce qu'au final, tout le monde est gagnant. Que ce soit en termes de diplôme, en termes de création de valeur, finalement, tout le monde se retrouve. Non, il y a BMC Capital qui est déjà là. Il y a BMC Capital qui est déjà là. Et Azure. Azure également. Calice, exact. Finalement, je pense que là, aujourd'hui, on doit avoir la moitié des fonds VC qui sont là. Et puis, l'appel est ouvert pour le reste des fonds Almada et Après Mobility qui arrivent bientôt à la rentrée. Youssef, c'est une très bonne transition pour Youssef. Donc, Youssef, je te laisse présenter rapidement. Et aussi, tu es lead investor dans des projets dans l'agriculture. Alors, qu'est-ce que tu peux nous en dire, justement, de cette expérience Effectivement, on parle de lead investor depuis tout à l'heure. C'est une des approches super innovantes qu'on a souhaité apporter avec M-Founders. Alors, il y a beaucoup de valeur dans ce rôle. Ilan en a parlé, et Dounia aussi. L'intérêt, c'est qu'on va venir accompagner les entrepreneurs dès la phase de pitch, donc de demande d'investissement. Tout le monde n'est pas aguerri à cet exercice, hein, donc on est là pour à la fois rassurer l'ensemble des investisseurs du club M-Founders, mais aussi mettre en confiance les start-upers et en quelque sorte les accompagner à monter un dossier suffisamment solide et présentable à des investisseurs qui vont vouloir justement accompagner ou rejoindre l'aventure de la start-up. Donc là, moi, j'ai joué ce rôle depuis peut-être maintenant 2 mois avec une start-up marocaine dans l'agriculture effectivement, donc dans l'agritech, où l'intérêt c'est que en fait on a fait passer plusieurs pitch sessions, donc on a plusieurs start-upers qui sont venus nous présenter leurs projets. Et puis il y a un entrepreneur qui m'avait fortement intéressé, donc j'ai décidé de prendre le rôle de lead investor avec lui. Et de l'accompagner au-delà de son pitch qui a suscité notre intérêt. L'idée derrière, c'était d'aller au-delà d'un simple intérêt, de creuser avec lui concrètement qu'est-ce qu'il fait, quel est son produit, comment ça fonctionne, comment il est organisé, quelle est son ambition. Et donc j'ai passé du temps avec lui. Je parle de mon expérience, mais on a d'autres lead investors qui ont fait la même chose avec d'autres startups. Donc l'idée, c'est de passer du temps avec cet entrepreneur, de creuser son business model, de voir si il est dans la bonne trajectoire ou non. On se rend compte qu'en fait, ils sont extrêmement preneurs de ce type de conseils en phase amont, qui découvrent plein de choses, qui bénéficient d'énormément de retours, et on sait déjà leur donner des conseils assez avancés, même si on n'investit pas avec eux. Et on se retrouve dans un contexte où, en fait, on les met à l'aise, on les aide à structurer leur business plan, à revoir leur business plan. Il en parlait tout à l'heure. Des fois, les ambitions sont pas à hauteur du produit qui est présenté. Donc, on les aide à revoir leurs ambitions et à revoir des investissements plus chers. Et on accepte d'être plus cher parce qu'on sait que ça va intéresser d'autres personnes. Effectivement. Parce qu'on dessine la trajectoire avec eux et on voit que la trajectoire peut emmener très loin. Et une fois qu'on a tout structuré, qu'on a préparé un dossier, on arrive auprès de tous les investisseurs du club. Et on leur dit, messieurs les investisseurs, voilà le dossier que vous avez vu il y a 3 semaines ou il y a 1 mois. Je vais vous donner un aperçu plus approfondi. Voilà le produit, voilà les ambitions, voilà la trajectoire. Who's in? Et en fait, les investisseurs sont là, posent les questions à un autre investisseur au final, les questions qu'ils ont l'habitude de poser avant d'investir dans un dossier. Et tout le monde est rassuré. Le start-upper est en confiance, les investisseurs sont en confiance. Et on démarre notre investissement, et ça ne s'arrête pas là, parce que le lead investor va accompagner après, va être le relais entre les investisseurs et l'entrepreneur tout au long de la période d'investissement. Il va l'accompagner dans sa stratégie, dans ses opérations. Dans la levée de fonds. Dans la levée de fonds plus tard, et faire un retour périodique à l'ensemble des investisseurs pour lui donner l'actualité de la start-up et la trajectoire qu'elle prend. Voilà, donc c'est une approche super innovante qu'on a pris. Et qui, on pense, va attirer à la fois les investisseurs et les startups. Ah, je crois qu'il y avait la petite pile. Non. Ah, c'est là. Voilà. J'aime bien en fait cette image-là, parce qu'on dit toujours que tout seul on va plus vite, mais ensemble on va plus loin. Et pour nous, c'est extrêmement important de montrer qu'en fait on peut avoir un équilibre en ayant beaucoup de gens, et que la clé de notre ADN, c'est on va partager. Et on veut être très nombreux à partager cette aventure. C'est pas un one-man job, c'est pas juste un collectif de 14 gens brillants. C'est vraiment, on veut avoir toute l'équipe du Maroc. Et on va gagner ensemble. Voilà.
Donc, on est ouvert à vos questions si vous en avez. C'est pas mal de boulot quand même avant d'arriver à... Et il faut savoir que tous les mercredis à 18h marocaine, 19h française, je sais plus combien trucs, et midi, voilà, heure de la East Coast. Ramadan, pas Ramadan. C'est ça. Ouais, c'est vrai qu'on a vécu ça. On s'est réunis pendant 1h30 toutes les semaines. Donc soit on a des pitchs de start-up, soit on a des comités de décision. Alors, je ne sais pas si j'ai été très clair. Moi, je pense qu'ils ont été très clairs. Moi, je ne sais pas. Bonjour, c'est Liman Trot, la Nouvelle Tribune. Déjà, merci beaucoup pour la présentation. J'aurais quelques petites questions. Alors, tout d'abord, vous avez commencé par évoquer le fait que vous n'aviez pas vu de licorne marocaine, du Maroc en tout cas, dans la liste des licornes africaines. On sait que la fuite des cerveaux et les problèmes d'investissement ne touchent pas que le Maroc, et elles touchent en général tous les pays en développement. Donc, est-ce que vous aviez identifié d'autres raisons, ou peut-être les vraies raisons qui font que justement le Maroc est à la traîne là-dessus? Est-ce que c'est un problème du marché? Est-ce que c'est un problème des investisseurs? Est-ce que c'est un problème des entrepreneurs? Ensuite, vous avez clairement l'envie de ramener le plus grand nombre de fonds d'investissement possible. Mais de l'autre côté, vous avez bien sûr parlé des incubateurs de start-up, mais vu que votre ticket est au-dessus du leur, est-ce que vous avez aussi prévu de vous rapprocher d'eux, peut-être pour qu'ils réorientent des projets qui eux-mêmes ne peuvent pas financer? Alors justement, nous, les incubateurs, les accélérateurs comme Stargate ou autres, sont des sources de deal flow. Là, il y a Stargate qui a présenté les 100 startups de la Retech Tech. Je peux vous dire que c'est sur la to-do list de Mina de savoir lesquels on va sélectionner. Absolument. Nous, on a besoin du deal flow. Donc, on s'est dit, si on est au milieu, on va recevoir tout ce qui vient des incubateurs qui sont trop petits pour eux maintenant. Et on va aller voir tout ce qui paraît pas assez près auprès des fonds. Parce qu'en fait, nous, les fonds, ils voient tout. Hein. Tout le monde en voit au fond. Hein. Donc, c'est pas le sujet d'avoir accès au deal flow. C'est de savoir lequel représente de la valeur. Oui, alors en ce qui concerne votre question concernant les licornes, en fait, la licorne, elle a besoin, elle a besoin d'abord de devenir start-up, puis de start-up, elle passe au stade de gazelle, puis de stade de gazelle, elle passe au stade de licorne. Alors, pour répondre plus précisément à votre question, pour construire une licorne, puisque c'est de ça que c'est l'objet de votre question, il faut une chaîne de valeur. Et dans cette chaîne de valeur, le pilier de départ, ça reste le business angel. Et le développement de business angel, il s'est fait à travers au départ les émissions de télévision dont a parlé Ilan. Mais en fait, le business angel, c'est un mindset. C'est des hommes, c'est des femmes et des hommes qui se disent « Je fais confiance à cette start-up, je veux mettre de l'argent pour l'aider, mais pas seulement. » Et je reste minoritaire, hein. Ça c'est un truc que je reste minoritaire, effectivement, je reste minoritaire. Mais pas seulement. C'est-à-dire que je fais confiance à cette entreprise, parce que c'est quand même une entreprise, je comprends son business, je suis capable aussi de l'accompagner et de la conseiller, ce qui est le cas du comité d'investissement et des accompagnateurs en lead investors que vous a présenté Youssef. Et en agglomérant, quand Ilan a dit, il manquait le créneau d'investissement entre $20 000 et $500 000. Eh bien, c'est précisément ce créneau que M-Founders est venu occuper pour pouvoir permettre ensuite à des VC beaucoup plus importants et à notre réseau de la diaspora, parce c'est un effet de levier même pour eux. Les VC marocains ne nous regardent pas simplement pour dire « Ah, c'est un bon dossier, vous l'avez qualifié, donc on a confiance ». Ils regardent aussi notre capacité à mobiliser le réseau de la diaspora à travers le monde entier en priorité, mais pas que, comme dit Ilan tout à l'heure, d'autres VC à venir s'agglomérer. Est-ce que tu peux dire combien tu en as dans ta base de données? Aujourd'hui, on a à peu près entre 3000 et 4000 entrepreneurs et hauts potentiels. C'est-à-dire des gens d'un niveau qu'on a qualifié au départ. C'est pas toute la diaspora. Il y a à peu près 400 000 diaspora entrepreneurs sur 6 millions. Il y en a à peu près 400 000 ou 500 000. Sur ces 500 000, il y en a 3 à 4 000 qui ont été qualifiés pour être des gens qui peuvent accompagner ce type d'initiative. Donc, on ne manque pas de membres de la diaspora en profiling, mais surtout, on ne manque pas de bonne volonté.
Parce que ce sont des gens, dès que vous leur parlez de M-Founders, de ce qu'on veut faire, ils se mobilisent, ils mobilisent leur réseau, ils sont capables de vous dire, moi, je suis capable dans ma région de mobiliser des gens pour pouvoir faire atterrir le projet de cette start-up parce que j'y crois. J'ai oublié les Suisses tout à l'heure. Beaucoup de banquiers suisses marocains. Oui, une dernière question, si vous le permettez. Vous aviez donc parlé que d'abord vous attaquez au marché local, puis régional et international. Est-ce que vous pensez qu'il vaut mieux regarder vers le sud ou vers le nord, ou alors ça dépend du projet. Et aussi, si vous deviez, on sait que, enfin, vous avez beaucoup travaillé en France, la French Tech a une certaine réputation. Alors, d'après vous, idéalement, et peut-être dans le futur, quelle serait la touche marocaine dans la tech, justement, ce qui ferait l'avantage compétitif d'une start-up marocaine par rapport à une start-up d'un autre pays? Bah déjà, moi, je regarde chez moi, chez Vente Privée, on a 800 ingénieurs, il y a 20% de Marocains. Donc la French Tech, elle est un peu marocaine, quand même. Donc ça, c'est déjà le principe de base. Donc, les talents, on les a. Moi, je pense que c'est juste, quand on fait une solution tech, l'avantage qu'elle a, la tech, c'est qu'on peut l'exporter par mail. Pas besoin de supply chain, de bateau, de quoi que ce soit. Il faut avoir les réseaux pour vendre. C'est vraiment ça qui nous fait défaut au Maroc. Un ingénieur, on lui demande d'être très bon pour faire des super produits. Il peut pas, en plus, être le meilleur commercial du monde qui sait vendre aux États-Unis et ailleurs. Donc, la première des choses, c'est d'arriver à trouver. Et moi, je trouve qu'il y a énormément d'opportunités, en fait, d'être au Maroc dans ce qu'on appelle un petit marché. En fait, il n'y a pas beaucoup de concurrence par rapport à ailleurs et les gens ne sont pas très bien financés. Donc, si tu arrives épaulé par un lead investor qui s'y connaît un peu avec de l'argent, tu vas pouvoir énormément apprendre sur ta solution parce que les problèmes sont les mêmes dans tous les pays. Donc, ta solution, elle est tech marocaine, mais l'américain, il s'en fout de ces made in où. C'est qui me l'a vendu. Aujourd'hui, vous avez tous des produits Microsoft, c'est made in India. Hein. Donc le made in, c'est pas grave. Et aujourd'hui, j'étais avec un CTO d'une très grosse entreprise du Middle East qui me dit, nous aujourd'hui, on veut s'installer au Maroc. Je dis, mais pourquoi vous devez vous installer au Maroc? Vous êtes au Middle East, c'est l'Eldorado, machin. Il me dit, non, parce que nous, nos développeurs, ils sont pakistanais et indiens. C'est pas pareil. Vous êtes des Allemands pour nous. Je dis, pardon? Je n'étais pas au courant. Et il me dit oui. Et donc ils viennent s'installer pour avoir de la ressource parce qu'au Middle East, et ça on le sait pas. On le sait pas. Les Égyptiens l'ont très bien compris. Moi je suis président d'Endeavor par ailleurs, qui est non-profit sur les licornes, etc. Et j'ai beaucoup de gens du Middle East et d'Égypte qui sont venus à l'occasion du GITEX et ils sont venus pour s'installer au Maroc. Et donc je leur ai présenté l'AMDI, qui leur a fait tout un show de comment est-ce qu'on peut les accueillir et tout. Et il y a un vrai engouement des autres pays africains pour venir au Maroc sur la tech, sur le volet tech. Et heureusement, on a nos facs, enfin Centrale Casablanca, c'est la meilleure fac d'ingénieurs d'Afrique. Donc on a les talents, sauf qu'on n'a pas une offre suffisante pour les retenir en masse. Et ça va arriver très très vite. Parce que je peux vous garantir que quelqu'un il préfère toucher $2 500 en restant au Maroc que de toucher $4 000 à Clermont-Ferrand. Pas pareil. Ou à Montréal à moins 42. Parce que en fait, moi j'ai beaucoup d'amis marocains, nés, grandis au Maroc, qui sont marocains, le passeport vert, leurs parents sont au Maroc et tout. Leur job, ils recrutent des Marocains pour les envoyer à l'étranger. Je les connais, ces gens-là qui piquent les talents. Je leur parle. Et ils leur font des propositions qu'ils ne peuvent pas refuser. Ils leur font toujours des propositions de tu rentres télétravail d'abord, et ensuite, si tu es bon, on visa. Donc c'est une réalité aujourd'hui, et je pense si on a des sociétés qui produisent en dirham et qui vendent en dirham, c'est très, très compliqué de payer un développeur 25 000 dirhams. C'est impossible. Mais si tu produis en dirham et tu vends en dollars, tout d'un coup, il y a de la marge. Et donc, tu peux mieux payer tes ressources. Donc, on sait, ultimately, ce qu'il va falloir faire si on veut nos licornes. $1 milliard. Enfin, je vois pas comment tu peux créer une boîte en 5 ans qui fasse $1 milliard au Maroc. Je pense pas. Quand le PIB est à 150. Donc, l'idée, c'est d'utiliser le Maroc comme notre plateforme, comme notre startup nation. Et après, on va utiliser la diaspora pour s'exporter. En dollars et en euros.
Monsieur Benaï, bonjour. Bonjour. J'ai une petite question aussi. Le Maroc, un des gros challenges de développement, c'est la création d'emplois. Et quand on entend tech et start-up, par méconnaissance peut-être, on a tendance à croire que c'est pas forcément très volumineux en termes de création d'emplois potentiellement. Or, c'est le débouché que les jeunes attendent. Alors, ça c'est une très très bonne question, merci beaucoup. Merci à vous. Pourquoi est-ce que le gouvernement dans le monde entier investit tellement dans l'écosystème des startups? Parce qu'une startup, en fait, c'est comme une PME. Une PME, c'est une société qui est très bien gérée, mais qui fait 10% de croissance par an, parce que à chaque fois qu'il faut dépenser quelque chose, à chaque fois qu'il faut recruter quelqu'un, on réfléchit parce qu'on va être rentable, on veut avoir des dividendes, on veut payer l'école de ses enfants, etc. Une start-up, on lui dit, tu vois cette PME, ce qu'elle a fait en 5 ans, on veut que tu le fasses en 1 an. Et l'autre, il dit, mais c'est pas possible. Non, ne me dis pas c'est pas possible, dis-moi c'est combien. Et donc, on va lui donner beaucoup d'argent pour recruter beaucoup de monde, pour faire en 1 an ce que l'autre fait en 5 ans. Donc les startups sont les plus gros pourvoyeurs d'emplois. Parce que en 1 an, ils doivent recruter ce que l'autre a recruté en 5 ans. Et donc quand tu dois recruter 20 personnes par mois, t'es super inclusif. T'es pas sélectif comme les grands groupes qui vont te faire passer 14 entretiens, etc. Non, c'est tout de suite, tout de suite, tout de suite, tout de suite. Bon, pas bon. Et donc c'est exceptionnel pour des jeunes étudiants qui n'ont pas encore prouvé leurs compétences, qui sont ultra motivés. Et c'est pour ça que dans les startups, on a des gens qui deviennent incroyables parce qu'ils ont touché à tous les métiers. On les a pas pris pour leurs compétences. Les plus compétents, ils vont dans les grands groupes qui payent très cher. Les startups n'ont pas les moyens, ils veulent du volume. Et c'est pour ça que tous les gouvernements de la planète, États-Unis, France, Allemagne, Maroc, les gouvernements, aimeraient avoir plus de startups, parce que plus de startups égale plus d'emplois. Clairement. Et en plus de l'emploi peu qualifié. Bonjour. Bonjour, Badreddine Asseri, Express. Est-ce que pour avoir quelques détails concernant les critères de sélection des projets accompagnés et quels sont les secteurs prioritaires dans ce sens pour l'accompagnement par un fondeur? Alors, nous, on n'est pas... On a une seule activité, c'est qu'il faut qu'on soit marocain. Ça, c'est la base. Soit une société basée au Maroc, soit un des fondateurs qui est marocain. Ça, c'est pour nous le critère de base. On a une dizaine de critères qui sont des sous-critères sur égalité homme-femme, sur quelques critères comme ça. Et également, quel est le stade d'avancement de cette société? Est-ce qu'elle est au stade de l'idée? Ou est-ce qu'il y a déjà quelque chose? Ou est-ce qu'elle s'est plantée et elle veut changer de choses? Donc on a plusieurs critères comme ça, mais je vais dire qu'aujourd'hui, on lire 15 dossiers qu'on me donne là par semaine, je mets, je sais pas moi, il y a un concours avec je sais plus qui, moi je pense que je mets 45 secondes par dossier. Donc eux ils ont mis 4 semaines à l'écrire en 48 pages, moi je passe 45 secondes, j'aime pas. Donc c'est après qu'on va être sélectif, mais au départ, je vais regarder le truc, même pas regarder le fond, tac, tac, tac. Oui, je veux voir la personne. Non, je veux pas voir la personne. On est juste là. On n'est pas en train de juger le fond du dossier. Tout ça, on a notre mécanisme pour après. Donc, tant que ça rentre dans le critère de base, on prend. Il y avait une autre question après, c'était ? Pardon. Vas-y. Les 45 secondes, on les fait tous. Ouais. Oui, il y a 20 personnes. En cumulé, ça fait quand même un temps de... Ouais. C'est ça. C'est qu'il y a 20 personnes qui passent 45 secondes par dossier. Et là, ce que dit Ilan, c'est super important parce que quand on a l'habitude de voir des dossiers, comme il le fait souvent et comme certains d'entre nous le font régulièrement, on développe ce qu'on appelle une conscious competence. C'est-à-dire que vous arrivez à repérer juste par votre sentiment, votre intuition, ce qui pourrait fonctionner ou pas. Et ça, c'est un critère qui est mitigué dans notre cas de M-Founders avec 20 autres personnes. Donc s'il y en a 10 parmi 20 qui ont le même sentiment après 45 secondes, c'est qu'il y a quelque chose à prendre. Voilà. C'est mieux, ouais, tu me sens parce que je ne vais pas, monsieur. Juste rapidement, pour dire en fait, effectivement, on passe tous les fameuses 45 secondes, on va dire en moyenne, sur les dossiers. Et une fois qu'on a fait ça, on a notre mécanisme, on voit tout le monde, tous les membres, les votes de tous les membres.
Et dès qu'on dépasse une certaine note, on se dit, OK, lui, on veut le voir. Et une fois qu'on voit la personne, on a encore le même mécanisme basé sur le pitch de la personne. On va encore noter sur le pitch. Et une fois qu'on a passé ce deuxième filtre du pitch, c'est là que le lead investor entre en jeu et qu'on passe à toute la phase de structuration. Donc on a deux phases de sélection. La première sur le dossier qu'on fait tous et la seconde sur le pitch. Juste, je compléterai par rapport à ça, il faut se dire qu'en termes de gouvernance, on a l'impression que ce club deal là, c'est comme un mini-fonds. C'est-à-dire toutes les étapes sont clairement structurées, il y a des due deals qui sont faites, et l'ingéniosité de ce club, c'est qu'en plus, on a un lead investor qui accompagne l'entrepreneur de la start-up. Donc les étapes sont clairement définies, on a un process totalement transparent et il y a plusieurs étapes avant d'arriver à ce fameux comité d'investissement où le dossier est ouvert à l'ensemble des investisseurs. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question, si c'est un peu... Il y a une autre question concernant les secteurs prioritaires pour l'accompagnement, justement. Elle parle, M. Alain, concernant l'IT, le tech. Ouais, la tech, parce que c'est facile de s'exporter. Mais moi, je veux dire, ceux qui vont vers les marchés internationaux. Voilà, mais la plupart, c'est de la tech. Mais on a quelques dossiers très pas tech et qui font partie de notre ADN marocaine. Et certains ont déjà commencé à ouvrir des portes à l'international que la personne qui est là depuis 3 ans n'avait jamais rêvé pouvoir aller aux États-Unis ou au Canada. Et on a commencé à ouvrir des portes en leur disant tes clients, ils sont là-bas. Pour compléter un peu les propos d'Ilan, en fait, on est généraliste avec une composante innovation bien claire, c'est-à-dire il faut que ça soit quelque chose qui soit en différenciation par rapport à ce que l'on fait. Et l'accès à l'international et la scalabilité, ce que l'on dit comme on le dit dans le jargon, ça aussi c'est important. C'est-à-dire il faut qu'il y ait le potentiel de croissance intéressant et qu'il faut qu'il y ait l'ouverture vers ces marchés globaux. Et ça c'est possible aussi grâce aux membres de ce club-là qui ont un réseau international qui est très solide et qui permet d'avoir cet accès au marché sur... C'est vrai. En fait, il faut aussi que le potentiel de la start-up puisse intéresser les fonds et les autres fonds. Hein. Donc si on voit que quelqu'un... son potentiel maximum c'est 15 millions de dollars, on va dire non. Donc il faut qu'il adresse des marchés qui soient énormissimes pour être sûr de pouvoir avoir une écoute historique qui va s'écrire. Oui, et pour compléter, le potentiel de la tech, comme c'est une on va dire une industrie transversale qui touche tous les secteurs, c'est qu'en fait elle amène avec elle potentiellement tous les secteurs. Et une fois qu'on regarde ce qui a été dit, on se dit, quel que soit le secteur, même le plus improbable, peut-être, quand il est porté par la tech et par un réseau de distribution solide, parce qu'il a un potentiel, eh bien, c'est ça la magie des startups. C'est que vous pouvez adresser depuis la biotech jusqu'au secteur le plus improbable au fin fond d'un douar au Maroc, sur une molécule qui aurait été découverte dans un produit qui aurait été fabriqué, même de manière artisanale. En fait, juste le maître mot, c'est qu'on veut faire rayonner les startups marocaines, qu'elles soient du Maroc ou de la diaspora. Et donc nous, on a nos filtres de sélection, et maintenant on va pas se dire oui, lui, il n'est pas dans la tech, donc on va pas l'accompagner. Vraiment, le maître mot, on est là pour faire rayonner les talents marocains dans le monde, et les talents d'ici et les talents de la diaspora. Ouais, pour info, depuis 6 mois que le comité d'investissement a commencé, on a vu passer plus de 60 dossiers. Et ensuite, il y avait 15 finalistes, et sur les 15 finalistes, on est à 6. Donc voilà à peu près le critère de sélection. Les 6 dossiers représentent à peu près entre 2 et 3 millions de dollars d'argent à lever. Après, il y a aussi autre chose sur les secteurs qu'on privilégie. Il faut qu'on trouve un lead investor, sinon le système ne marche pas. Et on s'est retrouvé, je me rappelle, la health tech, sur la santé mentale. On avait trouvé un entrepreneur marocain incroyable, un médecin incroyable, qui veulent faire une application pour aider les gens à soigner leur santé mentale, mais on n'est pas médecin. Et on n'a pas trouvé de lead investor. Donc si vous avez des gens déjà, on s'ouvre au réseau, si vous avez des gens, on a une super boîte qu'on aurait, même celui qui fait les lunettes pour aveugles.
Ouais, voilà. Et exactement. Et donc là, c'est pour ça qu'on veut que notre network soit le plus large possible, pour se dire, quelle que soit la société, quel que soit le secteur, on va trouver un lead investor, on va trouver le business angel, l'ange, qui va l'accompagner. Dans le prolongement de ce que dit Ilan, en fait, les ressources, puisqu'on est en train d'apprendre en marchant, comme on a dit tout à l'heure, les ressources qui sont susceptibles d'accompagner ces projets en tant que lead investor ne sont pas forcément tous dans le groupe que nous composons. Pas forcément tous dans les 20 personnes dont on vous a parlé, puisqu'on a dit que c'était ouvert. Par contre, quand il s'agit de travailler sur des problématiques, par exemple, psychologiques, comme c'est le cas de ce porteur de projet, ou des problématiques un peu plus aussi pointues comme la gestion des aveugles, eh bien, on est capable, dans notre réseau de la diaspora marocaine du monde, de trouver des gens qui sont complètement embedded, complètement impliqués dans ces mondes, dans ces milieux-là, à un niveau extrêmement élevé, pour qu'ils puissent accompagner en tant que lead investor ou conseiller ce type de projet. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de gens qui le rejoignent, de business angels. Nous, en priorité, on cherche des gens qui sont business angels. Donc, on a beaucoup de gens qui ont marqué des marques d'intérêt pour « je veux rejoindre le club parce que je suis marocain, parce que je veux aider, parce que… » Oui, c'est super. Mais nous, on veut surtout beaucoup, et on les accueille. On a même un programme spécial pour eux, pour avoir des ambassadeurs. Mais nous, ce qu'on recherche principalement, c'est des gens qui ont un réseau, qui ont de l'expertise, et aussi qui ont de l'argent. Un lead investor est commit, il investit aussi, c'est pas le plus gros investisseur, ça veut pas dire ça, mais ça veut dire qu'il s'implique et qu'il s'investit. Donc voilà le genre de profil, et quand on le pitch, parce que ça fait un moment qu'on le pitch, et je pense que pendant tout l'été, pendant les vacances, on va le pitcher, que ce soit au nord, au sud, au l'est, à l'ouest, un peu partout, l'aspect mentoring les intéresse. De dire, je mets de l'argent, mais je sais aussi que je vais m'investir personnellement, je vais retrouver mes vieux souvenirs de start-upper. Moi, c'est ce qui me fait marrer, c'est parce que je retrouve de 23 ans. J'oublie toujours, j'ai 48 ans, mais on me le rappelle toujours. D'ailleurs, au niveau du mentorat, au sein de la CGEM, qui porte les entrepreneurs du Maroc en entier, nous avons un pilier de mentorat qui démarre d'ailleurs à partir du mois de septembre et qui est susceptible d'accueillir n'importe lequel des membres de la diaspora qui voudraient accompagner une start-up au Maroc. Il peut se trouver n'importe où dans le monde. Il accompagnera. Et nous avons également un pilier qui s'appelle R&D Triangulation, qui est un pilier où, par exemple, un entrepreneur marocain qui sortirait d'une université marocaine peut se faire accompagner par un Marocain qui se trouve dans un laboratoire de recherche par exemple à Stanford ou au Japon, au service du projet d'un start-upper. Et nous avons également un troisième pilier, qui est le pilier Business Ambassador, qui est ce fameux pilier d'accompagnement d'un Marocain qui voudrait se déployer à l'international. Donc il aura des ambassadeurs à travers le monde pour l'accompagner. Et M-Founders est extrêmement bien indiqué pour être le sujet d'accompagnement de cette diaspora, de raison d'être d'accompagnement de cette diaspora pour son rayonnement international. Y a-t-il d'autres questions? Moi, je crois que j'ai quelques vidéos à tourner, c'est ça? Voilà. Désolé, je voulais faire mon speech avant de faire les vidéos et les interviews. Bon, merci beaucoup, merci à tous, et on est vraiment...